Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons vous parler des infections des voies urinaires chez l'enfant. Le plan sera fait selon les objectifs qui sont présentés. C'est d'abord définir ce que les infections urinaires chez l'enfant et ensuite énoncer les mécanismes pathogéniques des infections urinaires chez l'enfant. Nous allons suivre le plan qui est présenté. Après la définition, nous allons parler rapidement des intérêts, de l'intérêt plutôt, faire un rappel de l'arbre urinaire, puis parler de la pathogénie, des facteurs favorisants et enfin présenter les différents germes qui se présentent en cas d'infection urinaire chez l'enfant dans notre contexte. Voilà. En définition, nous pourrons dire que l'infection des voies urinaires est définie par la présence de ce qu'on appelle une pyurie, c'est-à-dire la présence donc des leucocytes altérés. Et on arrive à quantifier ces leucocytes altérés à plus de 10 000 par millilitre associés à la présence des bactéries dans les urines. On parle de bactériurie au-delà donc de 100 000 par millilitre. Cette formule-là montre qu'il s'agit clairement d'une définition biologique. Et on sait également que chez le nouveau-né et que chez l'immunodéprimé, on peut avoir une absence de pyurie, c'est-à-dire une absence donc de leucocyturie. Quel est l'intérêt? L'intérêt ici, c'est que sur le plan épidémiologique, on sait que dans les pays développés, notamment un travail a été fait à l'hôpital Robert Debré en France en 2003 et qui a trouvé que la prévalence variait entre 6% et 8% chez les filles, alors que ces infections urinaires se retrouvaient seulement dans la proportion de 2% environ chez les garçons. Mais avant l'âge d'1 an, on a une proportion beaucoup plus élevée avec une prédominance masculine, c'est-à-dire c'est les garçons qui sont les plus touchés. L'incidence de l'infection des voies urinaires est faite de telle sorte que on voit le tout premier épisode d'infection urinaire très élevé dans la première année de vie, indépendamment du sexe. Mais à Parakou ici, un travail a été fait et nous avons trouvé que sur la cohorte qu'on avait suivie, il y avait 29% de cas d'infection urinaire. C'est-à-dire les sujets qui étaient venus avec une suspicion donc, de signes faisant penser à une infection urinaire. Lorsqu'on a fait le test et les examens au laboratoire, on avait trouvé que c'était 29% des cas ici à Parakou. Après l'âge d'1 an, il y a donc une inversion avec une prévalence donc, des filles qui sont beaucoup plus touchées par rapport aux garçons, c'est-à-dire 14 pour 1000 comparé à 2 pour 1000 chez les garçons. En cas de récidive des infections urinaires, cela se constate dans 30% des cas et c'est plus fréquent chez la fille que chez les garçons. Nous allons voir pourquoi est-ce que la fille est plus touchée comparativement aux garçons. Le premier épisode d'infection urinaire peut faire révéler une uropathie malformative sous-jacente, c'est-à-dire une malformation des voies urinaires qui est sous-jacente, qui est un terrain favorable à la survenue des infections urinaires. Les garçons qui ne sont pas circoncis à tout âge font à 10 à 12 fois plus d'infections urinaires que ceux qui sont circoncis. Donc tous ces éléments-là sont en balance, rentrent dans la balance dans la survenue de l'infection urinaire. Sur le plan diagnostique, on distingue deux types d'infections urinaires, c'est-à-dire les cystites, appelées encore infections des voies urinaires basses, et les pyélonéphrites, appelées encore infections des voies urinaires hautes. Non traitée, une infection urinaire va inexorablement évoluer vers la survenue soit d'une pyélonéphrite, ou bien d'une sepsis, c'est-à-dire d'une bactériémie, ou bien de cicatrices rénales, et plus tard, pourra entraîner une hypertension artérielle ou bien une insuffisance rénale. D'où la nécessité de prendre en charge très tôt et de manière précoce avec une adéquation du traitement les infections urinaires. De toute façon, ce n'est plus normal qu'à présent, qu'en ce moment, qu'on ne traite plus correctement les infections urinaires. Un petit rappel de l'arbre urinaire. Vous savez, l'arbre urinaire est composé donc des deux reins qui sont sous forme donc de haricots. C'est ça qui est montré là. Et ces reins-là sont associés, sont liés à la vessie qu'on voit en bas à travers les urétères, les deux urétères en rouge. Et ainsi, les urétères vont permettre l'écoulement de l'urine dans la vessie et la vessie va éliminer les urines à travers l'urètre. Voilà.
Ici, sur le second schéma, nous voyons les détails des différentes parties. Nous voyons le rein droit, le rein gauche. Ensuite, les glandes surrénales, et puis la vessie, les vaisseaux sanguins, la veine rénale, et puis l'artère rénale en rouge là. Ici, ce qui est blanchâtre, c'est les urétères de chaque côté. Et enfin, la vessie en bas. Comment est-ce que l'infection urinaire survient? Quelle est la pathogénie? Normalement, l'arbre urinaire est stérile. Les urines dans l'arbre urinaire sont stériles. Mais la colonisation microbienne va prendre le chemin inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ainsi, ça va partir du périnée. Pourquoi? Parce que le périnée est l'espace qui communique, c'est-à-dire l'espace sur lequel s'abouche l'orifice anal, où il y a l'élimination des selles, et donc il y a un risque élevé donc, de germes à ce niveau. Et ces germes-là peuvent facilement passer donc, de cet orifice vers l'orifice urinaire, c'est-à-dire vers l'urètre. Et donc, il y a un risque. Bien sûr, le périnée ne fait pas partie de l'arbre urinaire comme nous l'avions montré tout à l'heure. Et donc, les trois premières parties, c'est-à-dire périnée, urètre, vessie, et en ce qui concerne les voies urinaires, ça fait l'urètre et la vessie, vont constituer la première étape à partir de laquelle va s'installer une infection qu'on va appeler infection urinaire basse. Les trois dernières étapes constituent les parties qui seront touchées lorsqu'il y aura une infection urinaire haute, encore appelée pyélonéphrite. Quels sont les facteurs qui favorisent la survenue de l'infection urinaire? Nous avons d'abord la diminution donc, de l'état immunitaire de l'enfant, des systèmes de défense de l'enfant, et on a cette diminution de l'état immunitaire de l'enfant dans la situation d'une immunodépression, c'est-à-dire que ces systèmes de défense sont très faibles, ou bien alors il y a l'âge, notamment l'âge inférieur à 3 mois. Lorsqu'il y a des anomalies au niveau de l'arbre urinaire, on pourra également avoir donc des facteurs favorisants, c'est-à-dire ces anomalies vont favoriser la survenue de l'infection urinaire. De même, l'instabilité vésicale chez la petite fille ou bien chez le petit garçon qui n'a pas encore maîtrisé la physiologie donc, de la miction, c'est-à-dire qui ne sait pas que lorsqu'il a envie de faire pipi, il faut aller faire pipi. Et donc, vous voyez le plus souvent en classe, les jeunes enfants ne prennent pas facilement la permission. Ils ont peur et donc ils gardent les urines. Le fait de garder les urines n'est pas une bonne chose. Donc, il faut apprendre à ces enfants-là d'aller se faire vider la vessie le plus fréquemment possible. Donc, il faut leur apprendre la miction, donc l'usage du système de miction, de vidange de la vessie facilement. Les autres facteurs favorisants sont les particularités anatomiques. Tout à l'heure, dans les éléments concernant l'épidémiologie, nous avons dit qu'après l'âge d'1 an, l'infection urinaire est beaucoup plus fréquente chez la fille. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions. La première condition est anatomique, parce que l'urètre est très très court chez la fille comparativement au garçon. Et de l'autre côté, c'est les conditions socioculturelles. Vous savez que chez nous, lorsqu'une maman veut laver son bébé qui a fait caca, vous voyez la position dans laquelle il met le bébé. Il va le mettre donc sur le ventre et va laver de l'arrière vers l'avant. Donc, il y a l'écoulement, le nettoyage donc, de tout ce qui est déchets vers l'avant, donc vers la partie urétrale. Okay. Ensuite, il y a le pH urinaire, c'est-à-dire l'acidité de l'urine. Donc, lorsque cette acidité est basse, le pH urinaire est bas, c'est-à-dire l'acidité élevée, en ce moment-là, ça va favoriser une augmentation, bien une prolifération d'un certain nombre de germes, dont l'Escherichia coli par exemple. La constipation répétée est également un facteur favorisant la survenue des infections urinaires. Et enfin, le développement dans la flore au niveau donc, de l'urètre des bactéries uropathogènes va également permettre une augmentation ou bien une prolifération des germes à ce niveau, donc une infection urinaire. Les facteurs qui dépendent maintenant du germe. Ici, nous avons tiré ceci donc, de médecine thérapeutique pédiatrie et nous voyons clairement que par rapport aux germes, lorsqu'on prend par exemple un germe du type Escherichia coli, on sait qu'au niveau de ce germe-là, génétiquement, il y a ce qu'on appelle les fimbriers ou bien les pili, qui sont des genres de cils qui sont autour de ce germe-là. Et
ces germes-là ont des déterminismes génétiques. Et donc, il y a trois types de pili ou bien de fimbriers. Les pili ou bien fimbriers de type 1 et les pili ou fimbriers de type P et S. Lorsque nous prenons les pili de type 1, lorsque ces pili sont en position on, c'est-à-dire allumés, ça va permettre à ce que le microbe migre jusqu'au niveau de la vessie. Mais ça ne va pas permettre à ce microbe-là d'évoluer et de suivre le sens contraire de l'arbre urinaire. Nous avons vu l'arbre urinaire tout à l'heure. Par contre, lorsque les fimbriers ou bien pili de type S sont exprimés génétiquement, sont en position on, on va voir que ce microbe-là pourra migrer facilement. C'est-à-dire, c'est tout comme si cela lui permet d'escalader la paroi, c'est-à-dire l'arbre urinaire vers le haut pour aller se loger au niveau du pyélon ou bien au niveau du parenchyme rénal. Ainsi, il y a également cette particularité au niveau du germe qui lui permet facilement de résister au flux urinaire. Vous savez que le flux urinaire va partir donc du rein, va passer par les urétères, puis ensuite rentrer dans la vessie et maintenant être éliminé par l'urètre. Ces microbes-là, puisqu'ils sont dotés donc de ces armes, peuvent facilement résister au flux urinaire, c'est-à-dire à la vitesse de passage des urines dans les urétères. De la même manière, lorsque ces microbes-là se retrouvent au niveau du parenchyme rénal, ils expriment donc certaines facultés, certaines potentialités qui leur permettent de résister à la phagocytose qui est créée par les cellules de défense de notre organisme. Vous savez que les macrophages dans notre organisme sont les cellules de défense. Ces cellules de défense-là vont normalement capter les micro-organismes qui rentrent dans le corps. Mais eux, ils expriment une certaine faculté qui empêche la phagocytose, donc ils ne sont pas mangés de manière un peu grossièrement dite, par les macrophages de notre organisme. Autre élément, c'est les toxines. Ces germes-là vont également sécréter des toxines. Ces toxines-là vont entraîner une hémolysine, c'est-à-dire une destruction des globules rouges, d'une part. Cette destruction des globules rouges-là peut entraîner une anémie. Et d'autre part, ces mêmes microbes pourront alors capter le fer qu'il y a dans l'organisme. Et la captation du fer va diminuer la quantité de fer et va aussi entraîner une anémie. Et ce n'est pas rare de trouver que certains enfants qui font une infection urinaire peuvent développer facilement une anémie avec l'infection urinaire en cours. Autre facteur important, c'est la virulence qui est déterminée par un gène qu'on appelle gène de la virulence au niveau de ces microbes. Ici, nous voyons les germes en cause, c'est-à-dire les microbes en cause. Il s'agit prioritairement de l'Escherichia coli, qui est une bactérie. Et plusieurs souches sont identifiées. C'est le germe le plus fréquent retrouvé dans les infections urinaires chez les filles que chez les garçons. Et une étude a été faite à l'hôpital Robert Debré en France en 2003 et qui a trouvé en tête l'Escherichia coli. Nous voyons ici 70% des cas d'infection urinaire causés par l'Escherichia coli. Les autres sont des bacilles gram négatifs, notamment les entérocoques, l'entérocoque, différentes formes d'espèces, le Proteus et le Klebsiella pneumoniae. À Parakou ici, qu'est-ce que nous avions trouvé? Nous avions trouvé que sur les 29% de cas positifs d'infection urinaire, nous avons trouvé différents germes. Et parmi les différents germes, l'Escherichia coli vient en tête. C'est la barre bleue, la plus grande, 41%. Ensuite, les Klebsiella, 26%, et l'Enterobacter, 7%, et le Citrobacter, 4%. Vous voyez donc que l'infection urinaire est dominée par l'Escherichia coli également ici. Ce schéma nous montre les voies de contamination des urines. Il existe deux voies. La première voie, c'est la voie qu'on va qualifier de voie ascendante. Donc, l'infection commence par le périnée et par l'urètre. Et le germe, en exemple, l'Escherichia coli, va monter, va escalader les voies urinaires de bas vers le haut. C'est pour ça qu'on parle donc de voie ascendante. De l'autre côté, nous allons voir qu'il s'agit donc d'une voie de contamination hématogène. Donc, à travers le sang, les germes vont passer dans le sang et à travers le sang vont infecter le parenchyme rénal et entraîner donc une infection urinaire haute dans ce contexte.
Et vous voyez, les deux cas de survenue donc, de l'infection urinaire peuvent se retrouver. Les cas les plus fréquents sont celles causées par la voie ascendante et dans une moindre mesure la voie hématogène. Voilà en gros donc les différents éléments que nous voulions présenter. Merci beaucoup et nous vous disons à la prochaine pour une autre leçon. Merci.